Donc en fait, l'objet, ça va être de comprendre comment la philosophie, qui est à l'origine du politique, se communique avec la mise en place, en tout cas l'essai de mettre en place une société viable par le biais de la politique. C'est-à-dire que si la philosophie utilise le politique pour pouvoir créer une unité sociale, c'est que quelque part, en elle-même, elle est insuffisante. C'est-à-dire que la philosophie, ce qu'on appellera, nous, la sagesse dans un premier temps, la réflexion, la sagesse, tout ce qui pourrait être le discours de vérité, est insuffisant à unifier les hommes les uns avec les autres. Pour créer une unité sociale, la sagesse ne suffit pas. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a fait appel au politique. C'est quoi le politique ? C'est l'art, justement, de créer le lien entre la philosophie. C'est censé être l'art qui crée le lien entre le philosophe, qui lui pense la société de manière droite et juste, et qui va essayer de rassembler tous les hommes autour de cette vérité, autour de cette sagesse. On connaît un petit peu le modèle, c'est pas quelque chose qui nous est complètement étranger. On voit bien que souvent on peut avoir un débat quand il y a du politique, souvent. Aujourd'hui c'est ridicule parce que on le voit, c'est flagrant, mais il y a eu des époques où lorsqu'il y avait un débat entre des politiciens, il y avait de vrais débats de fond, de comment faire vivre la société d'un point de vue de la vérité, de se soucier vraiment que chacun puisse recevoir ce qu'il doit recevoir et ce qu'il mérite de recevoir, etc. Dans tous les cas, c'est toujours la même difficulté, c'est de pouvoir satisfaire tout le monde. Le problème, c'est quoi ? C'est que plus on avance, plus il y a trop de différences à satisfaire, puisque chacun se sépare du groupe et deviennent des individus. Et lorsque les individus n'ont plus de groupe, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et c'est là où le politique s'effondre et on assiste à ce qu'on assiste aujourd'hui, par exemple, des révolutions, des espèces de discours, on va dire, révolutionnistes, qui sont, pas du tout constructifs. Jusque-là, tout va bien. Moi, je vais essayer de faire un point historique, de comprendre à quel moment la philosophie, elle a émergé dans le monde. Du point de vue des Chachamim, du point de vue de ce que nos sages nous ramènent dans nos textes. Il y a marqué que le philosophe, la philosophie, est apparue tout de suite après la fin de la prophétie. Donc deux modèles de pensée différentes. La prophétie, c'est quoi ? C'est quoi comme mode de pensée, la prophétie ? Vous en savez un, puisque on ne l'a jamais pratiqué. La prophétie, c'est un mode de pensée qui est une pensée révélée. C'est-à-dire que ça, c'est pas une pensée qui naît de l'homme lui-même, c'est une pensée qui s'adresse à l'homme. Ça, c'est le prophète. Moshe Rabbeinu entend la parole d'Hachem, et il dit, Hachem il nous a dit qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça. D'accord ? Donc, il y a une forme de pensée révélée, d'accord, que les prophètes avaient la capacité de saisir, soit par leurs rêves, soit par des images, soit par, une pensée prophétique. Et ça, c'était la pensée révélée qui régissait les hommes, qui régissait le monde. Lorsque la philosophie est arrivée, par le biais de, principalement celui qui représente, du point de vue de la philosophie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est Aristote. Lorsque Aristote est arrivé, il a dit, maintenant, il n'y a plus de pensée révélée. Il n'y a plus de pensée révélée. La pensée révélée n'existe plus. La seule pensée qui est véritable et qui a du sens, que l'on peut vérifier, qui ne sort pas de nulle part, c'est la pensée par soi-même. D'accord ? Donc Aristote disait, tout ce que je ne peux pas penser n'existe pas. Ok ? Ça, c'était le démarrage de la philosophie, et c'est comme ça que le fait de penser par soi-même a fait émerger la problématique de faire entendre les hommes, de les accorder, de faire en sorte que puisque la pensée naît de chaque individu, il va falloir discuter de chacun de sa propre pensée pour pouvoir s'accorder. Avant ça, il y avait une pensée révélée, donc tout le monde s'accordait par le haut. Aujourd'hui, il va falloir qu'on s'accorde par le bas. D'où la question du politique. Je pense, si moi demain je suis un grand philosophe, je pense par moi-même, j'ai des idées.
l'autre qui est en face de moi n'a pas forcément les mêmes idées que moi. D'accord? Donc il va penser par lui-même et il va penser différent, ouais, que ce que moi j'ai pensé. Donc du coup, maintenant, pour créer une vérité, il va falloir qu'on se dispute et qu'on s'accorde et qu'on trouve des points d'accord et qu'on puisse se dire, voilà, ça, c'est la vérité sur laquelle on va s'accorder. D'accord? C'est là qu'intervient le politique. On dit, bon, mais attends, pour accorder deux hommes, eh bien, il va falloir que quoi? Qu'il y ait des hommes qui ont l'art d'accorder les gens. Ouais. Donc le politique, c'est pas forcément une sagesse, ouais, c'est principalement l'art, ouais, de parler, de faire entendre, de faire passer le message qui va faire en sorte que les hommes peuvent s'accorder. Cet art-là, ouais, il a une limite. Et j'aimerais juste approfondir. Ce que je vais dire maintenant est très limité, parce qu'on ne peut pas tout étudier d'un coup. Mais il y a une notion que vous connaissez très bien, d'accord ? Par exemple, depuis la Révolution française, ouais, on a basé notre direction sur 3 piliers fondamentaux, ouais, liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, on peut le retrouver facilement chez les philosophes, beaucoup en ont parlé, etc. C'est quelque chose qui est suffisamment accessible. La fraternité, c'est une question beaucoup plus difficile et délicate. Pourquoi ? Parce que la question de la fraternité, c'est une question qui est complètement utopique et mensongère. Si maintenant je vous dis, voilà, on est tous des frères, vous allez dire quoi ? Est-ce qu'on est tous des frères ? Frères et sœurs, bien entendu, hein, vous gênez pas. Ouais, on est tous des frères ? Ah bon ? Est-ce qu'on est né du même père et de la même mère ? C'est quoi la définition d'un frère et d'une sœur ? La définition basique, Les mêmes parents. c'est qu'on a les mêmes parents. Bon, est-ce qu'on a les mêmes parents ? Non. Ouais, donc on n'est pas frères et sœurs. Maintenant, nous, on arrive avec une idée super belle, avec cet engouement d'unité, de fraternité, mais en vérité, on le base sur quoi ? Parce que certes, c'est bien beau d'avoir des envies et des désirs d'être frères, mais si on ne l'est pas, qu'est-ce qui va entretenir cette vérité ? Qu'est-ce qui va faire qu'on est tous des frères ? On est tous un peuple uni, on est tous des frères. Ouais. La Torah dit par exemple, Vechai achicha imach. Ton frère vit avec toi. Donc la Torah parle de cette fraternité. Elle dit bien qu'on est des frères. Elle nomme aussi le juif qui est à côté comme un frère. Mais la question qui se pose, c'est de savoir, mais comment ? D'où vient cette idée de frère ? Sur quoi elle se base ? Alors si elle se base sur une idée complètement utopique, idéologique, sentimentale, tout ce que tu veux, ouais, ou politique même. C'est-à-dire que tu viens, tu dis, voilà, on est un peuple et on est un peuple fraternel, on est des frères. Ben, ouais, aujourd'hui, frère, c'est beaucoup utilisé, frère. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui se joue derrière ? Ouais. Alors que c'est pas vrai. S'il n'y a pas, une base de vérité sur cette question de la fraternité, ça veut dire qu'on vit sur un mensonge, d'accord, qui peut s'entretenir lorsqu'on a l'intérêt de l'entretenir, mais le jour où on n'a plus d'intérêt, on se dispute. Ouais. Lorsqu'on a des intérêts différents, on va forcément se diviser. Et la preuve en est, c'est quoi ? C'est qu'on a beau tous être des frères, mais il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas des frères. On est peut-être même parfois des ennemis. Ouais. Et la réalité, elle est que quoi ? Que dans le peuple juif, même si la Torah nous appelle des frères, ben, on ne se comporte pas comme des frères. Ouais. Pourquoi ? Ben parce que tout simplement, moi je pense différemment, et comme je pense différemment, j'ai des intérêts différents, et comme j'ai des intérêts différents, il est hors de question que tu piétines sur mon... Ouais, il n'y a qu'à voir, bon, bah, aujourd'hui, comment ça se passe, ouais. C'est une réalité, de tous les jours. D'un côté, il y a le religieux noir, après il y a le religieux grisonnant, après il y a le religieux blanc, après il y a le non-religieux qui lui est rouge, après il y a voilà, c'est très pluriel. Alors on peut s'entendre dans des moments comme ça, on peut dire oui, on est tous des frères pour pouvoir vendre une unité utopique qui n'existe pas. Dans des moments où on a besoin de se ressouder. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'on est intéressé de le faire. Mais le jour où on n'est plus intéressé de le faire, oh, oui, mais eux, ils font ça, et eux, ils font ça, eux, ils font ça. D'accord ? Donc la question de la fraternité, sur quoi elle se base ?
Cette question-là, elle existe chez le juif, évidemment, mais elle existe chez tout le monde, puisque, tu vois bien que du point de vue depuis la Révolution, on a quand même, en France, lancé ce pilier-là de la fraternité pour pouvoir penser un peuple, uni, un seul peuple, d'accord ? Alors, c'est quoi la fraternité ? De quoi on parle ? Pour cela, pour la solidité à la question de la fraternité, les penseurs, c'est le philosophe qui est venu à la rescousse du politique, il dit mais non, mais on est tous de la même terre, on a une autre terre, on est une nation, d'accord, qui naît de la mère terre, La mère terre, la terre nous a fait naître, d'accord, c'est notre mère, et on est tous nés de cette même mère, Et puis alors évidemment, lorsque il y a des expats ou des gens qui viennent de l'autre côté, qui ne sont pas vraiment de la même terre, mais qui vivent sur la terre. Alors comment ça fonctionne ? À un moment donné, se poser la question, mais toi, tu n'es pas un vrai... Tu ne viens pas de la même mère exactement, parce qu'en vérité, tu es mélangé, tu n'es pas exactement... Et donc se posent des questions comme ça, qui paraissent absurdes, mais qui, sur le fond, posent de vraies questions, sur la question de la fraternité. Et c'est pour ça que je veux vous proposer ce sujet-là, parce que vous allez voir qu'en vérité, tout tourne autour de ça. Liberté, égalité, c'est facile. Mais fraternité, ça n'existe pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a pas de fraternité. De quelle fraternité tu me parles ? Alors oui, on te dit, oui, mais on est tous la même terre, le même peuple, machin, etc. Et donc, on t'a fait croire qu'on essaie de la même... Et ça, c'est complètement utopique. Et lorsque il y a des intérêts qui divergent, forcément, on dit non, on n'est pas tout à fait de la même mère, il faut arrêter avec ces histoires, chacun a des visions différentes, etc. Donc, comment on fait pour être unis ? Comment on fait pour pouvoir parler de la dimension de fraternité dans son authenticité, dans une dimension de vérité ? Il y a, par exemple, dans la Torah, beaucoup d'exemples où on nomme le peuple juif comme une seule entité. À quel moment, par exemple, au don de la Torah ? C'est marqué Keish echad belev echad. Comme un seul homme et avec un seul cœur. Ils ont dit tous ensemble Naaseh venishma. Au moment du don de la Torah, le peuple juif a reçu la Torah et ils ont dit Naaseh venishma Keish echad belev echad. Comme un seul homme et comme un seul cœur. Donc il y a ce moment-là d'unité, d'accord, qui est mentionné dans la Torah. Seulement, regardez bien les 10 paroles. On va faire un petit jeu ensemble. Les 10 commandements, vous les connaissez depuis le temps ? Bien. C'est le combien celui-là ? Bravo. Ensuite, on va les lire ensemble. Mais vous allez voir que les 10 commandements, Hachem s'adresse à une seule personne. Il ne s'adresse pas au pluriel. Anochi Hachem Elokecha, Asher Hotzeticha Meret Misraim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Kaved et avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. À qui il parle ? Parashat Yitro. Regardez comment c'est marqué. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Lo ta'aseh lecha pesel, tu ne feras pas de représentation. Ensuite, c'est marqué. Lo tisa et Shem Hashem lashav, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Zachor et Yom HaShabbat, tu te souviendras du jour du Shabbat, etc., etc. Donc à chaque fois, c'est marqué au singulier. Ces mêmes mitzvot-là, au moment du don de la Torah, elles sont marquées au singulier. Et dans la paracha de Kedoshim, elles sont marquées, les mêmes mitzvot, au pluriel. Comment c'est marqué ? Au sujet, par exemple, du respect des parents. Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme, sa mère et son père, ils craindront.
l'homme, sa mère et son père, ils craindront. Pourquoi ici c'est marqué au pluriel? Là-bas, tu as dit Kaved et avicha, tu honoreras ton père et ta mère. Et ici, c'est marqué ils craindront. Vet shabbatotai tishmoru. Et mes shabbats, vous garderez. Là-bas, c'est marqué Shamor. Zachor et Shama Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat au singulier. Ouais. Al tifnu el elim. Vous ne vous tournerez pas vers des dieux étrangers. Alors que là-bas, c'est marqué au singulier. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pourquoi d'un côté, c'est marqué au singulier et de l'autre côté, c'est marqué au pluriel? Alors, il y a un commentateur. Ouais. Qui s'appelle Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, c'était un commentateur qui est un rave qui était un très grand kabbaliste, juste avant le Harizal, d'accord, qui habitait Tzfat, au XVIe siècle approximativement, et il écrit comme ça, il nous dit, vous savez c'est quoi qui s'est passé entre les deux? Eh bien, lorsqu'ils ont reçu la Torah, ouais, ils n'avaient pas fauté, ils n'avaient pas encore fait la faute du veau d'or. Donc du coup, ils étaient unis, ils étaient comme un seul homme. Mais après avoir fauté, eh bien, ils n'étaient plus unis, ils n'étaient plus comme un seul homme, ils étaient plusieurs hommes divisés. D'accord? Il dit, ce qui a amené la division, c'est la faute. Maintenant, regardez, par rapport aux Égyptiens, c'est marqué également qu'ils étaient un seul peuple. Lorsqu'ils ont poursuivi les bénis Israël, au moment de l'ouverture de la mer Rouge, il y a marqué que quoi? Je retrouve juste le verset. Où Paro écrivent, Vaïsou béni Israël et Ténéem. Pharaon était en train de s'approcher des bénis Israël. Les bénis Israël ont levé leurs yeux. Veine Mitzraïm. Et voici que l'Égypte, Nosea Acharem, voyage après eux. Vaïrou Meod, Vaïtsaku béni Israël et Hachem. Ouais. Là, ici, c'est marqué que l'Égypte entière au singulier, comme un seul homme. Ouais. Eux, ils sont partis, c'est marqué Belev Echad, ouais, Keish Echad. Eux aussi, d'un seul cœur, comme un seul homme. Alors, on voit que quoi? Que cette dimension-là, elle n'est pas que accessible aux béné Israël, mais elle est accessible aussi aux Égyptiens. Ouais. C'est pas propre à Israël d'être un. Pourquoi l'unité d'Israël, elle est signifiée au moment du don de la Torah, alors que de toute manière, c'est quelque chose qui peut être entendu, même chez les Égyptiens, dans leur volonté de détruire Israël. Ouais. Donc tu vois que quoi? Qu'au final, l'unité est une question, ouais, d'idéologie, de pensée, de volonté. On a tous la même volonté, donc on est unis. Le jour où on n'a plus cette même volonté, on est désunis. Ouais. Est-ce qu'il existe une question de fraternité qui est continue, qui est absolue, qui ne se détériore pas, qui est une fraternité de vérité et pas une fraternité d'intérêt? Est-ce qu'elle existe, cette fraternité? On n'a pas le point d'ancrage, on n'a pas le point de vérité qui fait que cette fraternité-là, elle existe. On peut dire que quoi, qu'au moment du don de la Torah, ils étaient considérés comme un, parce qu'ils voulaient tous recevoir la Torah à ce moment-là. Ouais, pas plus que ça. Maintenant, regardez bien la différence qu'il y a entre les Égyptiens et Israël. Il y a marqué au sujet des Égyptiens qu'ils étaient Belev Echad Keish Echad. Ouais, un seul cœur, un seul homme. Alors que au sujet des bénis Israël, c'est marqué Keish Echad Belev Echad. Ouais, à l'inverse. Comme un seul homme avec un seul cœur. C'est quoi cette différence? Pourquoi il y a une inversion? La différence, elle est pour justement nous signifier que quoi? Que les Égyptiens se sont unis parce qu'ils avaient un seul cœur. Au moment où ils sont devenus un seul homme parce qu'ils avaient un seul cœur. Ils avaient une seule intention. Quelle était cette intention? De détruire Israël. Par contre, les bénis Israël, quand ils ont reçu la Torah, eux, ils étaient un seul homme avant d'avoir une seule et même intention. Ils ont marqué d'abord qu'ils étaient un seul homme et après, ils étaient un seul cœur. D'accord? Ça veut dire que l'unité d'Israël, la fraternité d'Israël est indépendante de la volonté qui les anime. La volonté va être une comme conséquence de notre unité, ouais, qui est une unité au préalable de notre volonté. Comprenez? Vous êtes avec moi, vous êtes endormis. Vous êtes endormis, parce que le cerveau, il a du mal à travailler. Ouais, est-ce que vous entendez ce que je dis? C'est important, à un moment donné, c'est des choses hyper simples que je me force même pas. Encore une fois, ouais, essayez d'écouter cette idée-là.
faites-moi plaisir, une petite idée qui vous retenez à ce moment-là. Après le reste, vous pouvez l'oublier. En tout cas, faites l'effort. Il y a marqué que quoi? Qu'il y a l'Égyptien, il est un. C'est un seul peuple. Pourquoi c'est un seul peuple? Parce qu'en réalité, il a une seule et même volonté. Un seul et même dessein. D'abord parce qu'il a le seul et même dessein qui devient un seul homme. Alors que le peuple d'Israël, il est un seul homme avant d'avoir une seule et même volonté. C'est-à-dire le fait que notre volonté soit unifiée, elle soit une, c'est une conséquence du fait qu'on est un. D'accord? Très bien. Maintenant, nos sages nous disent, vous connaissez certainement cette Mishnah, qui a dû être répétée plusieurs fois. La Mishnah nous ramène que quoi? Que de la même manière que les hommes ont des visages différents, leur pensée est différente. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a créés avec des visages différents? Parce que nos pensées sont différentes. Le visage est le reflet de notre intériorité et de notre pensée. D'accord? Comment on dit un visage en hébreu? Panim. Panim, la face, au pluriel, les faces. Panim, c'est le même terme que pnim, intérieur. Panim, pnim. Du visage, tu peux saisir l'intériorité d'une personne. Mais il n'empêche que quoi? Que le visage est unique pour chacun. Donc on a des pensées différentes. Comment on fait pour pouvoir dire qu'on est un seul peuple au préalable de nos pensées, alors qu'on a tous des pensées différentes? Qu'est-ce qui nous unit? D'accord? Du coup, on comprend ici quelque chose de fondamental, c'est qu'on ne peut pas s'unir en accordant nos pensées. Ce qui nous unit, ce n'est pas le fait d'accorder nos pensées ensemble au même moment. Ça, c'est un point fondamental. Pourquoi? Parce que regardez bien comment ça se passe. On essaie de vous vendre l'unité d'Israël à chaque fois, ou l'unité de n'importe quelle chose, peu importe. Mais à chaque fois qu'on essaie de vous vendre l'unité, c'est quoi? Accordons-nous sur nos pensées. On doit penser tous de la même manière. Ensemble, on sera unis. Mais c'est pas ça l'unité. On est frères. C'est quoi être frère? C'est quoi un frère? C'est quoi la différence entre un frère et des amis? Vous savez, c'est quoi la différence? La différence, c'est que des amis, ça peut être séparé. On n'a jamais été ensemble. On a décidé d'être ensemble. Chaber, un ami, c'est quoi? C'est un lien. Chaber. On est mitraber. On s'associe. On s'unifie. Par contre, être un frère, achai, mon frère, ichouï. Ichouï, c'est quoi? C'est quelque chose qui est une seule pièce. Que si tu veux enlever, si tu veux défaire cette unité, tu es obligé de déchirer. Tu es obligé de déchirer. Tu as deux morceaux complètement déchirés. Alors que si tu sépares deux amis, tu as deux amis différenciés. Ils peuvent être unis par leur décision, mais le frère, il n'est pas uni par sa décision. Donc en vérité, l'unité des frères, ce n'est pas une unité qui se décide et qui se choisit. Donc c'est forcément pas par la pensée qu'on réunit deux frères. Donc si on est vraiment des frères, qu'est-ce qui nous unit en dehors de notre pensée? Et ça, c'est un point fondamental. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on pense tous différemment, mais on est quand même des frères unis. Si on est des frères, qu'est-ce qui nous unit? C'est quoi? Alors soit tu me dis, non, il n'y a rien qui nous unit, donc du coup, arrête de mentir, ne me dis pas qu'on est des frères. On n'est pas des frères. Parce qu'il n'y a rien qui nous unit. Et si tu viens me dire que ce qui nous unit, c'est notre pensée, alors t'es un manipulateur. Pourquoi? Parce que jamais l'unité des frères se construit par l'accord des pensées. Ça n'existe pas. D'accord? Donc vous voyez le mensonge du politique? Le mensonge du politique, il s'associe avec le philosophe à faire croire qu'on peut obtenir une unité sociale en créant une fraternité utopique, imaginaire, parce que justement, on accorde nos pensées. Il y a un type qui arrive avec l'art de la parole, qui est un politicien, qui parle très bien, qui emporte tout le monde, qui vend aussi au passage des choses intéressantes pour tout le monde, et bam, tout le monde le suit. Tout le monde est d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que ça sert à nos intérêts communs. Cet homme-là, il fait accorder les pensées et il fait croire à une unité. Ça, c'est un mensonge. Nous, on est en plein dedans ce mensonge. Par exemple, le communautarisme. Les communautés. C'est quoi une communauté? Une communauté, c'est exactement la conséquence de ce système-là.
C'est-à-dire qu'une communauté, c'est un rassemblement de personnes qui pensent la même chose. Ou qui veulent penser la même chose. C'est ça une communauté. Donc c'est une fraternité mensongère. Ouais. C'est une fraternité mensongère. Parce qu'elle se construit sur quoi? Sur l'accord de nos pensées. Bah, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est pas une fraternité. C'est qu'on a un intérêt commun au même moment, donc on construit une unité. Ouais. Donc comment on sort de ce mensonge-là? Ouais. Comment on sort de ce mensonge? Alors, au moment du don de la Torah, ouais, il y a ce moment-là où les bénis Israël, lorsqu'ils vont accéder à la montagne du Sinaï, ils sont sortis d'un endroit qui s'appelle Rephidim. Ouais, c'est marqué. On va regarder. Vous connaissez Rephidim? Rephidim, ça vient du mot Rifayon. Ouais, un rifion, une faiblesse. Ouais, ils ont été faibles à ce moment-là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu comme faiblesse? On va regarder ensemble. Je crois qu'ils n'ont pas assez mangé de pizza. Hein? Bachodesh Ashlishi, au 3e mois de la sortie d'Égypte. Les Tzed Béné Israël, Meret Israël, lorsque les Béné Israël sont sortis d'Égypte, Bayom Azé ce jour-là, Baou Midbar Sinaï, ils sont venus dans le désert du Sinaï. Vaïssoum et Rephidim, ils ont voyagé de Rephidim, Vayavo Midbar Sinaï, ils sont arrivés à la montagne du Sinaï. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pourquoi on a besoin de nous dire qu'ils ont voyagé de Rephidim alors qu'on savait qu'ils étaient à Rephidim? Ouais. Rashi nous dit... Pourquoi j'ai besoin de dire à nouveau d'où ils ont voyagé? C'est déjà marqué qu'ils étaient tous campés à Rephidim. Et là, les Akish, Nesiatam, Rephidim, les Biatam, les Universinaï. Ma Biatam, l'Universinaï, Betchouva, Afnesiatam, Rephidim, Betchouva. Ouais, pour nous mettre en parallèle, ouais, ces deux moments. De la même manière que quoi? Que ils sont sortis de Rephidim vers le Midbar Sinaï en faisant Teshuvah, ils ont fait Teshuvah de quelque chose. Alors aussi, quand ils sont arrivés au Sinaï, ils ont fait Teshuvah. Ouais. À Rephidim, il y a eu quoi? Il y a eu Amalek qui est venu les attaquer. Pourquoi Amalek est venu les attaquer? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ils sortaient d'Égypte. Ils sortaient d'Égypte. Personne, tout le monde avait peur d'eux. Ouais, c'est marqué, vous lisez tous les jours dans la Shira, au moment où vous chantez le chant de l'ouverture de la mer Rouge, on chante que tout le monde avait peur des Bénis Israël. Quand ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, les Bénis Israël voyager comme ça, tout le monde a eu peur. Personne ne voulait les attaquer. Par contre, Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté sur eux. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient affaiblis à ce moment-là. Ils ont douté d'Hachem. Ouais. Ils ont douté d'Hachem. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont renforcés après la guerre avec Amalek. Ouais. Et donc, ils se sont renforcés pour aller au Sinaï recevoir la Torah. Et là, ce passage-là, il est important. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire que comment ils sont arrivés au Sinaï, à cette dimension d'unité, pour pouvoir justement réceptionner la Torah, Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur, c'est parce qu'ils sont venus au Har Sinaï B'Teshuvah. Ils ont fait Teshuvah. C'est-à-dire que quoi? Que ils ont quitté Rephidim. Ils ont quitté Rephidim. Il y a ici un mouvement que la Torah cherche à nous faire savoir, qui est important. Qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant qu'ils sont venus B'Teshuvah? Ok, c'est normal, ils sont arrivés au Sinaï et ils se sont préparés à la réception de la Torah. Pourquoi on a besoin de me dire qu'ils sont sortis de Rephidim? Ils sont sortis de Rephidim parce que, justement, ils sont sortis de cette mentalité-là. Ouais, de cette mentalité où ils doutaient d'Hachem. Là, maintenant, ils ne doutent plus d'Hachem. Ils sont là, ils sont Keish Echad Belev Echad. Et là, on apprend quelque chose que quoi? Qu'en vérité, le peuple d'Israël, ouais, ils sont unis en cela qui se réfère à la mitzvah. Ouais, ils se réfèrent à la mitzvah. La référence à la mitzvah, c'est une référence qui est, doublement intéressante. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la mitzvah, c'est l'inverse de la philosophie. C'est complètement l'inverse de la philosophie. Et donc forcément, c'est l'inverse du politique. Maintenant, je vais faire un détour sur notre paracha de cette semaine. Il y a
un monsieur qui s'appelait Korach. Korach, qui était le cousin de Moshe Rabbeinu. Donc, un homme très proche de Moshe, de la famille. C'était un Lévi. Il avait une distinction en tant que Lévi. D'accord ? Donc, c'était un homme important du peuple d'Israël. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé ? En Cohen, en prêtre, a été nommé quelqu'un d'autre que lui. Alors qu'il s'attendait à avoir la place. D'accord ? Du coup, ça l'a torturé, ça l'a dérangé. D'accord ? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à faire une révolution et à attaquer Moshe Rabbeinu et ses fondements. Il dit quoi ? Mais en fait, vous vous distinguez des autres, mais vous vous distinguez des autres, alors que nous-mêmes, nous tous, on a entendu la voix d'Hachem au Sinaï. Nous tous, on a entendu la voix d'Hachem au Sinaï. Lama titnaseu al kal Hashem. Pourquoi vous vous distinguez de l'assemblée d'Akadosh Baruch Hu ? Vous n'avez pas à vous distinguer. Pourquoi vous êtes mieux que les autres ? Et là commence ici une division. Il commence ici une division. Cette division-là, elle est intéressante. Qu'est-ce qu'il dit ? Quel est l'argument de Korach à Moshe Rabbeinu ? Il vient le voir, lui dit, tu sais, regarde, la mezouza qui est à l'entrée de la porte de la maison, je te pose une question. Si demain, je remplis ma maison de Sefer Torah, vous savez c'est quoi une mezouza ? Dans une mezouza, il y a deux parachutes, deux petites parachutes. Le schéma, premier paragraphe, et Veaya, deuxième paragraphe. D'accord ? La Torah, c'est rempli de textes de Torah. Si maintenant, j'ai plus de Sefer Torah dans la maison, est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza à l'entrée de la maison ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Vous en dites quoi ? C'est quoi la halakha ? Je dois quand même mettre une mezouza ? C'est un commandement de la conscience. Ouais, c'est un commandement. Qu'est-ce qu'il a, Korach ? Pourquoi il pose une question pareille ? Qu'est-ce qu'il défie ici, Korach ? Mais pourtant, il a raison. J'ai pas besoin. Tout ce qu'il y a dans cette petite paracha, au moment où je la mets sur le linteau, il y a 100 fois plus dans la maison. Deuxième question de Korach. Vous savez que sur le talit, on doit mettre donc des tzitzit au bout des habits à quatre coins, mais il y a également la mitzvah de mettre un tzitzit bleu, un fil bleu, d'accord, qui se distingue des autres, de bleu azur, d'accord, ça fait partie de la mitzvah. Maintenant, lui, il vient, il dit, attends, j'ai une idée, Moshe, si mon talit entier, il est fait de bleu azur, est-ce que j'ai besoin de mettre un fil bleu ? Il est entièrement bleu azur. Voilà, je suis connecté au ciel et à Kadosh Baruch Hu par le biais que mon talit est entièrement bleu azur. Est-ce que maintenant j'ai besoin de mettre un fil bleu ? C'est quoi ces questions ? Brian, il a dit très justement, il dit, mais c'est une mitzvah. On t'a demandé de faire la mitzvah, on t'a demandé la mitzvah. Vous voyez ici la subtilité ? La subtilité, elle est importante. C'est quoi ? La mitzvah, c'est quelque chose... D'accord ? Qui ne se discute pas en fonction de ta réflexion ou en fonction de la sagesse que tu peux apporter. C'est quelque chose qui est au préalable de ta pensée. Donc, qu'est-ce qui définit la fraternité d'Israël ? La fraternité d'Israël, c'est le fait qu'on a des mitzvot. Si ces mitzvot-là ne sont pas respectées, ou en tout cas si elles ne sont pas vues en tant que mitzvah, en tant qu'impératif, eh bien du coup, il n'y a rien qui précède ta pensée. Et donc, il n'y a rien qui fait de toi un frère. Israël a la possibilité d'être fraternel. Ce que je vous dis là, c'est de la pure logique. C'est pas du coup un discours religieux. C'est là ici, on est vraiment dans la logique pure. Quelle est la seule possibilité d'être frère alors qu'on ne vient pas du même père et de la même mère ? C'est la mitzvah. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez-moi une autre possibilité. Allez-y, on fait un jeu. Trouvez-moi une autre possibilité. On veut vendre que le peuple d'Israël est frère. Sur quelle base ? Trouvez-moi. Donnez-moi une solution. Vous avez d'autres idées ? Hein ? Hachem, c'est la mitzvah. Hachem, c'est la mitzvah. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose ? Le retour en terre d'Israël, c'est quoi qui fait de ça l'unité d'Israël ? D'où tu sais que tu dois retourner en Israël, toi ? Dans la fila, etc. Genre tous les juifs. Parce que c'est une mitzvah. Si ça n'avait pas été une mitzvah, ça aurait été quoi d'autre ? Ça aurait été ton rêve, ta pensée, ton idéal. Mais il y en a d'autres qui te diront, non, moi je reste en France, je suis très bien en France. Je m'entends très bien avec les Français. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait l'unité d'Israël ?
C'est parce qu'il y a un impératif qui est au préalable de tes choix et de ta décision. Sinon, il n'y aurait pas de fraternité. Maintenant, cette fraternité, qu'est-ce qu'elle préserve? Qu'est-ce qu'on gagne de cette fraternité? On gagne l'unité. On gagne la paix sociale. On gagne le fait qu'il existe une réalité sur laquelle on peut se reposer et qui a une dimension de vérité à l'échelle des hommes. À l'échelle des hommes. Ça, c'est le point le plus important. Maintenant, regardez ce que dit le verset dans Michelet. Vous connaissez Michelet? Qui a écrit Michelet? Salomon. Le roi Salomon. Ouais, Rachel, le roi Salomon, ça te parle? Il était de 7. Il n'avait pas l'accent. Le roi Salomon, il dit la chose suivante. Regardez ce qu'il dit. Les Ta'ava, Yevakesh, Nifrad. Tout celui qui réclamera les désirs, les envies, le plaisir, alors il va s'isoler. Il va se séparer. Ouais. Là, ici, le verset, il révèle quelque chose de fondamental. Il dit, qu'est-ce qui nous désunit? Qu'est-ce qui nous sépare de cette dimension fraternelle? C'est la ta'ava, c'est les désirs, les envies. Ce qu'on appelle l'égoïsme. Ouais. L'égoïsme. Lorsque tu es préoccupé que par toi-même, eh bien, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Tu casses la fraternité d'Israël. Ouais. Qu'est-ce qui nous défait de la mitzvah? Qu'est-ce qui nous défait de l'union d'Israël? C'est le fait de penser pour soi-même. J'étais égoïste. Mais du coup, moi, j'ai un intérêt différent. J'aimerais avoir ça plutôt que ça. Ouais. Et là, à ce moment-là, lorsque tu penses comme ça, tu n'es plus dans l'impératif de la mitzvah. Et lorsque tu sors de l'impératif de la mitzvah et tu penses qu'à toi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Toute la fraternité d'Israël se casse. C'est la désunion et c'est le chaos social. C'est le chaos social. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Il dit, chez les nations, tu peux retrouver une forme de fraternité imaginaire tant que les ta'avot, tant que les désirs et les envies sont unifiés. On a tous les mêmes intérêts. Égoïstement, on peut se correspondre et s'asseoir à la même table. D'accord? Mais le jour où nos ta'avot et nos désirs divergent, c'est le chaos. Lorsque tu as de la sagesse, un moment de sagesse qui est éclairé, éclairant, et qui par le politique arrive à t'atteindre, alors là, on peut trouver des intérêts communs, on peut s'asseoir autour de la même table, d'accord, et servir nos désirs. Mais lorsque nos désirs ne sont plus servis, qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos. Israël, il a une chance. Et ça, ce que je vous dis, je vais terminer là-dessus. Mais ce que je vous dis, vous allez voir, c'est quelque chose de très pertinent dans la vie. Israël a une chance, c'est qu'il a la mitzvah qui le protège. La mitzvah qui le protège, c'est pas quelque chose de magique. C'est le fait de pouvoir se référer à quelque chose qui tombera jamais. C'est-à-dire que tu as la mitzvah, et ce qui fait notre paix sociale, ce qui fait que le peuple d'Israël ne peut pas partir en chaos lorsque tous les autres partent en chaos, c'est parce qu'on a la mitzvah. C'est ça qui nous préserve. Ouais. Maintenant, le jour où tu n'as plus la mitzvah, le jour où tu n'as plus l'impératif, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens barbare comme les autres. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, on trouve toujours les excuses aux civilisations qui sont, barbares, qui sont violentes. Il dit, mais les pauvres, ils n'ont pas grandi dans un environnement favorable. Ils n'ont pas eu la chance que tu as eue d'avoir été éduqué. Mais qu'est-ce qui fait la qualité d'un homme? C'est que malgré, et ça on le voit au quotidien, qu'est-ce qui fait la qualité d'un homme? C'est quoi? C'est que malgré les épreuves, malgré l'environnement défavorable, tu restes un homme digne. Tu restes un homme qui se respecte. Comment un homme qui grandit avec les mêmes difficultés que le voisin, celui-là, il va être un mec bien, et celui-là, il va être un mec tordu. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est parce que un, il a vécu dans un impératif qui l'a cadré, et l'autre, il a refusé ses impératifs. Un, il s'est soumis à la mitzvah, et l'autre, il s'est soumis à ses propres désirs, à ses propres intérêts. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Lorsque un juif, il est dans les camps de concentration, d'accord, il a faim. Ça fait une semaine qu'il ne mange pas, ou il mange par petites miettes. Il est affamé. Qu'est-ce qui fait que tu peux résister à
à la décadence, à l'indignité. La mitzvah. Il n'y a que ça. À ce moment-là, il n'y a que ça. Vous savez qu'il y a un monsieur qui s'appelait Frankel. Frankel, c'était un élève de Freud, d'accord, qui a étudié justement l'inconscient au niveau de des comment on appelle ça, au niveau des frustrations, on va dire spirituelles. Par exemple, lorsque tu fais quelque chose de pas bien, ouais, au fond de toi, ça te tâche. Tu te sens pas bien. Tu t'apprécies moins. Ouais. Mais même si tu étais obligé de le faire, imaginons, tu te trouves dans une situation où tu n'as pas à manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez le voisin que tu connais bien, tu lui piques son portefeuille. C'est un ami, tu le connais bien, c'est un gars que tu fréquentes, mais seulement tu n'as pas à manger. Tu vas lui piquer son portefeuille. Ça te fait de la peine d'avoir fait ça. Il dit, j'avais pas le choix. Mais d'un autre côté, au fond de toi, tu as une frustration spirituelle, ouais, qui fait que quoi? Que tu te sens indigne. Il dit, lui, il a étudié beaucoup de cas de personnes qui étaient dans les camps de concentration. Ils sont revenus un peu avec ce sentiment-là, en disant, mais j'ai piqué le bout de pain à mon voisin. Il est obligé, le pauvre. Qui peut résister devant cette tentation-là de piquer un bout de pain lorsque tu as faim et que tu vas crever? Moi d'abord! Eh bien, ces gens-là, ils vivaient inconsciemment, ouais. C'est-à-dire que, à la différence de Freud, il a juste mis en évidence qu'à la différence de Freud, ouais, les frustrations, c'est pas que des frustrations sexuelles et désirs et envies, ouais. C'est des frustrations qui sont spirituelles. L'âme aussi réclame son dû. Ouais, c'est pas que le corps. Et l'âme, elle vient et dit, mais attends, ce que tu as fait, c'est pas joli. C'est pas bien. Tu n'as pas su résister. Ouais. Qu'est-ce qui fait la chance que le peuple d'Israël a? C'est la mitzvah. Qu'est-ce qui va faire qu'on va résister, ouais, au chaos environnant? C'est parce qu'on a des impératifs. Le jour où tu abandonnes la mitzvah, tu seras aussi, chaotique que ceux qui t'entourent. Ouais, tu seras aussi divisé que ceux qui t'entourent. Akadosh Baruch Hu s'adressera à toi au pluriel. Il ne s'adressera pas à toi en tant qu'unité. Et donc, tu n'incarneras plus cette dimension de vérité. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien, à son niveau à soi. Ouais. La dimension d'Israël, ce n'est pas une dimension philosophique. Ce n'est pas une adhésion à une pensée, à quelque chose, à une pensée belle et intelligente et magnifique. Non, c'est une adhésion à la mitzvah. Hachem t'a ordonné de faire, tu fais. Seulement après, naissent les bonnes intentions qui font de toi l'homme qui est frère avec l'autre et qui rend ton cœur uni à tout Israël. Mais c'est déjà une conséquence. Ouais. Et ça, c'est valable pas simplement entre amis d'Israël, ouais, c'est valable, ouais, avec sa famille, c'est valable avec sa femme, c'est valable, ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais, on est tous confrontés à cette difficulté-là, l'égoïsme. Et notre génération, encore plus. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que depuis la Révolution française, on va dire, comme point de référence, point de démarrage de la modernité, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On s'individualise. Et on prône cette individualisation, aidez-moi. Bravo. Eh bien, on la favorise, ouais. On la favorise et on la met comme étant un exemple, comme étant le fondement de notre société. D'ailleurs, nous, on est formaté à penser comme ça maintenant. La jeunesse, on est formaté à penser comme ça. C'est moi d'abord. Moi d'abord. Moi, qu'est-ce que je vais faire de moi, moi? Et égoïstement, tu ne penses pas à ouais, quels sont tes impératifs envers les autres. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Lorsque tu te lèves le matin, la première des choses que tu penses, c'est quoi? Bibi, qu'est-ce que je vais faire de moi? Ouais. Tu ne dis pas qu'est-ce que je vais faire pour l'autre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un vrai frère, en fait. Tu es un frère juste quand ça t'arrange. Juste pour les beaux discours. Ouais, on est tous des frères. Arrête ton mensonge. Ouais. Maintenant, quand tu t'habitues à te lever le matin et tu dis qu'est-ce que je vais faire pour l'autre, c'est parce que déjà, tu te lèves le matin avec un impératif.
Je vais raconter une histoire. Une fois, il y a un monsieur qui va chez Rav Shach. Rav Shach qui était un grand Rav décédé récemment. D'accord ? Et ce monsieur-là, ouais, il est venu réclamer de l'argent à Rav Shach en lui disant « Rav, j'ai besoin de votre aide, je suis malade. » Il lui a fait tout un topo, catastrophique. « Je suis malade, j'ai telle maladie, je m'en sors pas, je truc, machin. » Et il a réussi à lui arracher 10 000 $. Une belle somme. Il sort du bureau, il y avait un proche du Rav qui voit le type sortir du bureau et qui se précipite vers Rav Shach. Il dit « Mais qu'est-ce que vous lui avez donné de l'argent ?» Il dit « Bah oui. » Il dit « Mais c'est un menteur. C'est pas vrai. Tout ce qu'il raconte, c'est faux. » Et Rav Shach, il dit « Ah, super, tant mieux. » Il dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit mais je pensais qu'il était malade. J'ai eu peur qu'il soit malade. » Alors effectivement, dans notre réaction à nous, ouais, de personnes qui ne se travaillent pas et qui pensent égoïstement et qui n'est pas dans la mitzvah, forcément la première pensée qu'on a, c'est quoi ? Oh le salaud. Je vais le rattraper, je vais le défoncer. Ouais. Mais lui, la première pensée qu'il a, quand tu t'es éduqué à la mitzvah, lorsque tu es dans l'impératif de la mitzvah, tu dis, on vient de t'annoncer que ton frère, il n'était pas malade. Ben, tu es content. Tu lui as filé 10 000 $, et alors ? C'est ton frère. D'accord ? Ça, si on s'éduque à penser comme ça, je vais vous dire, c'est la seule manière qu'on a de s'en sortir. C'est la seule. Il n'y en aura pas d'autre. Surtout en ce moment. Les gens sont préoccupés qui voter, qui pas voter, machin. Et le juif, il se découvre. Il dit, comme si, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez, juste, je vous donne cette analyse-là pour réfléchir un peu. D'accord ? Aujourd'hui, on doit choisir entre le RN et la gauche, le Front populaire. Ouais. Maintenant, tu dois faire un choix entre le racisme au sens large, celui qui prétend, ne plus être raciste, qui a fait teshuva, ouais, il serait sorti de Refidim, et donc il a fait teshuva, il n'est plus rien du tout, d'accord ? Mais toi, tu sais que c'est un menteur, d'accord ? Tu sais. Comme tous les menteurs, il demande 10 000 $. Voilà. Maintenant, toi, tu dois choisir. Le problème, c'est quoi ? C'est que tu dois choisir entre un raciste et un antisémite. Comment tu fais ton choix ? Comment tu fais ton choix ? Tu peux pas choisir. Le juif, lui, il peut pas choisir. Lui, le goy, lui, il peut choisir. Il dit, bon, l'antisémitisme, bon, on s'en fout, on a vu, on est capable de s'en sortir avec ça. Mais le racisme, ah non, on fait on fait barrage au Front National, ouais, jamais de la vie. Mais par contre, tu peux, oui, t'associer avec des antisémites notoires. C'est-à-dire qu'il y a même, c'est une évidence, personne ne s'en cache. Il y a des choses qui sont dites qui sont de l'antisémitisme, éclairé, évident. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu choisis comment ? Alors le juif, il est embêté. Il doit choisir entre le racisme, qui de toute façon, ce racisme-là est global et qui cache aussi l'antisémitisme dans sa globalité. Ouais. Et puis de l'autre côté, tu as un antisémite qui dit non mais c'est pas bien ce que vous faites à Gaza, tout ça. Donc il annonce une forme de fraternité internationale anti-juive, quoi. Il dit bah attends, les juifs, vous avez vu ce que c'est ? Ils font des génocides. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais dans une situation pareille ? Je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Dans des moments comme ça, le juif il dit on s'en fout. Mais en fait, faites votre vie, là, en fait. Depuis le début, on sait très bien qu'est-ce que ça va changer, de toute manière. On sait très bien que toi, tu croyais jusqu'à maintenant qu'on était des frères autrement que par la mitzvah. Ouais. Donc tu t'es dit, c'est bon, on a fini avec l'antisémitisme, la Shoah, c'est terminé, on va faire on va faire barrage au Front National. Mais si demain, le Front National, il gagne, ben, on revient à la normale. Ça a toujours été comme ça pour le juif. C'est pas nouveau. Le juif, où il est entouré d'antisémites. C'est pas nouveau. C'est juste que pendant un moment, tu as cru que ce qui faisait la fraternité, c'était quoi ? C'était, ce beau rêve, politique qu'on t'a vendu en te disant non, mais on est tous des frères et tout. Mais t'es frères avec qui ? Qui a dit qu'on était frères, toi et moi ? On n'est pas frères, on n'a rien à voir en commun. On n'est pas nés du même père et de la même mère. On est frères parce qu'il y a une mitzvah. Et le goy aussi peut être frère. Il est frère aussi, d'une certaine manière. Mais il est frère parce que lui aussi, il a des mitzvot. Mais s'il ne se réfère pas à la mitzvah, jamais on est frère. D'où on est frère. Et ça, c'est ce qu'on est en train de nous révéler maintenant.
Ce qui est en train de se révéler maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parlez avec les aînés. Vous êtes jeunes, parlez avec les aînés. Pour eux, c'est un effondrement. C'est un effondrement. Ils sont dépités. Ils ne savent plus où ils habitent, les pauvres. Pourquoi? Parce qu'on est en train de leur dire, mais en fait, tu as basé toute ta vie, tu as basé ton rêve sur autre chose que la mitzvah. Tu pensais que tu pouvais échapper à la mitzvah pour pouvoir avoir une paix sociale. Il dit, ben en fait, c'est pas possible. La preuve en est, c'est QFD, de nouveau, il y a rien de nouveau sous le soleil, de nouveau, on retombe dans les mêmes travers. Au même moment où Israël, dans son assimilation totale, se retrouve être également dans le chaos politique, dans une désunion comme il n'y a jamais eu dans toute l'histoire d'Israël. C'est unique ce qui se passe. C'est unique. Avant, on avait au moins les autres qui nous unifiaient par leur antisémitisme. Aujourd'hui, chez nous, entre nous, on est antisémites. Tu dis, non mais attends, celui-là, il sert à rien, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la Torah. Il est bizarre, ce mec-là. Il sert à rien. Improductif. Ça va pas aider, ça. Ça sert à rien. Vous comprenez? Ça, c'est ce que je voulais vous démontrer. D'accord? Et si vous avez entendu ce que je vous ai dit, il n'y a pas de possibilité, en vérité, de discuter la démonstration. Cherchez bien, réfléchissez, vous allez voir que quoi? Qu'il n'y a pas de possibilité de fraternité en dehors de la mitzvah. C'est impossible. Sinon, tu te mens. Tu peux choisir de te mentir, mais à ce moment-là, il faut que tu existes dans le politique. Mais le jour où le politique s'effondre parce qu'il n'y a plus de philosophe, parce que la philosophie ne propose plus rien qui puisse être un point de rassemblement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos. C'est le chaos. Des années de barbarie nous attendent. Ça ne fait que commencer. Hazak ou Baruch.